Nous nous retrouvons cet après-midi pour une table ronde consacrée à la COP 30 qui se tiendra à Belém au Brésil du 10 au 21 novembre prochain. Les effets du dérèglement climatique sont aujourd'hui visibles partout et chacun peut en mesurer les conséquences. Notre commission en a une conscience particulièrement aiguë. Notre commission, je pense effectivement au rapport de nos collègues Jean-Yves Roux et Jean-François Rapin sur les inondations de 2023 et de 2024, à la proposition de loi visant à traduire leurs recommandations adoptées par le Sénat le 6 mars dernier, ou encore la proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, déposée par Christine Lavarde et rapportée par Pascal Martin, adoptée le 29 octobre 2024. Pas plus tard que la semaine dernière, une table ronde nous a permis de prendre conscience des effets désastreux du réchauffement climatique pour la haute mer. Ces travaux témoignent de la nécessité d'une adaptation rapide à des phénomènes climatiques désormais récurrents, mais l'atténuation du changement climatique reste plus qu'un jamais et pour nous un impératif. C'est tout le sens de l'accord de Paris adopté lors de la COP 21 de 2015, il y a 10 ans déjà, qui visait à contenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés centigrades, si possible à 1,5 degré. 10 ans plus tard, nous devons reconnaître que le respect de ces engagements reste incertain. La conférence qui s'ouvrira dans quelques semaines à Belém sera donc déterminante pour la crédibilité de l'action climatique mondiale. L'un des enjeux de cette COP portera sur le financement de la transition mondiale. La COP 29 à Bakou a fixé un objectif ambitieux, mobiliser 1,3 milliard de dollars par an d'ici 2035 au bénéfice des pays en développement à travers des financements à la fois publics et privés. Les discussions à Belém devront en préciser les modalités concrètes. Un autre point majeur concernera la mise à jour des contributions déterminées au niveau national, les fameuses CDN, qui fixent des engagements de chaque État en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2035. Elle devait être transmise au plus tard le 30 septembre 2025. Or, à cette date, seuls 64 États les ont publiés, représentant à peine un tiers des émissions mondiales. Enfin, la conférence devra progresser sur la définition de l'objectif mondial d'adaptation, prévu par l'accord de Paris, mais encore sans traduction opérationnelle. Faute d'indicateurs fiables pour mesurer les efforts consentis et les financements alloués. Pour débattre de ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Madame Anne Fuge-Exger, j'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom, ambassadrice du Danemark en France, pays qui assure actuellement la présidence de l'Union européenne. Cette COP s'ouvrira dans un contexte diplomatique tendu. En effet, comme vous le savez toutes et tous, en janvier dernier, les États-Unis, deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, ont annoncé leur retrait de l'accord de Paris, fragilisant toute l'architecture multilatérale du climat. Quant à l'Union européenne, longtemps chef de file de ces négociations, elle vit aujourd'hui sa crédibilité questionnée. Sa propre contribution nationale n'a pas été transmise dans les délais. Dès lors, une question se pose, et je serai très attentif à vos analyses sur ce point. L'Europe conservera-t-elle son rôle de moteur et de facilitatrice des négociations climatiques internationales? Je n'en dirai pas davantage afin de laisser toute la place, mesdames, à vos interventions et à l'échange avec nos collègues commissaires. Je vous en remercie. Et je donne la parole, puis après je te donne la parole. Tu veux la parole tout de suite, Roland? C'est toi? Eh bien, vas-y. Tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Je m'exprime en tant que président du groupe de suivi relatif aux négociations aux enjeux internationaux en matière de développement durable. Et donc, on suit évidemment toujours très, très attentivement les différentes COP. Donc, je pense que le Président a dit l'essentiel sur le fait que notre première interrogation, c'est le maintien de leadership européen. Et là, vous avez des informations extrêmement fraîches du petit matin. Donc, on va vous entendre évidemment là-dessus. Et comme l'a dit le Président, c'est aussi, on le sait, une COP du financement. On a vu les difficultés extrêmement importantes des précédentes COP, et pas que de la COP climat. Je rappelle que la COP biodiversité à Cali n'a pas pu conclure. Alors, il y a eu un accord à l'arraché à Rome
dans la suite sur ces questions de financement et que la pression est extrêmement forte à ce niveau-là aujourd'hui, avec beaucoup d'attentes des pays du Sud. Donc, 3 questions plus précises en complément des interrogations principales du président. Peut-être d'abord une question de narratif. Donc, j'ai bien regardé le communiqué officiel du Conseil du 21 octobre, Conseil des ministres du 21 octobre, qui insiste encore sous la présidence du Danemark sur l'objectif 1,5 degré, qui reste la base du discours. Or, au même moment, le 1,5 degré en 2024 a été dépassé au niveau du réchauffement mondial. Et donc, la dernière projection de l'ONU, enfin, c'est vraiment l'actualité de ces derniers jours, avec le rapport du PNUE, nous met 2,5, 2,8. Je l'ai trouvé un peu optimiste, alors que c'est l'année où les Américains sortent, que malgré tout, la projection du PNUE baisse. Il faut que je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail de leurs calculs, mais j'ai trouvé ça quand même assez optimiste. En tout cas, on sait aujourd'hui, avec les inerties des grandes économies, notamment émergentes, qu'on sera à une stabilisation du climat au mieux entre 2,5 et 3. Et c'est ce que la France a décidé d'ailleurs dans son choix d'une trajectoire d'adaptation. Donc comment est-ce qu'on peut tenir un discours sur le 1,5 d'un côté en sachant très bien que de l'autre, on sera, si on stabilise le climat, au mieux vers les 2,5, 3. Parce que ça donne 2 chiffres très différents et je pense que les opinions publiques, à un moment, finissent par s'y perdre. Donc j'aurais envie de vous entendre sur comment on éclaircit aujourd'hui le narratif entre ces 2 trajectoires, atténuation et adaptation. Ensuite, je crois qu'il faut revenir. Alors, on a commencé à échanger, mais on avait que 2 minutes. Donc, en 2 minutes, on donne des choses relativement peu précises sur cette question du financement. Parce qu'on est là aussi au niveau européen dans une situation de baisse extrêmement sensible des aides publiques au développement qui sont certainement à l'euro investi les financements les plus efficaces en termes d'impact climatique. La France, ça sera à peu près moins 2 milliards en 2 ans. L'Allemagne aussi, 2 milliards. Et si on prend tous les pays européens, on arrive rapidement, plus le budget de l'Union européenne de la prochaine séquence, on se rapproche là aussi un peu des 10 milliards dont on parlait dans le couloir. Donc comment vous voyez effectivement notre capacité à Belém à maintenir la confiance alors qu'elle est déjà un peu dégradée avec les pays du Sud, en arrivant avec de telles annonces de baisse de l'aide publique au développement, et pas uniquement en France, vraiment à l'échelle européenne. J'ai pas le chiffre exact du Danemark, je m'en excuse. Donc ça, c'est deuxième question qui me semble assez centrale. Et effectivement, en complément, cette question de la flexibilité, qui est un des éléments forts de l'accord de cette nuit, qui peut être une bonne chose si ça crée une dynamique mondiale et un contournement de l'effort européen si on rate la dynamique mondiale. Donc et les uns et les autres vont la voir de manière différente, on le sait déjà. Donc comment vous voyez l'application de ce mécanisme de flexibilité et globalement, en fait, un peu toute l'architecture européenne qui est derrière. Effectivement, il y a la question des taxes aux frontières. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce périmètre. Donc voilà 3 questions un peu précises, mais qui sont, à mon avis, le cœur de ce qui va se jouer par rapport à Belém, qui est vraiment, mais le président l'a dit, d'abord une COP qui va parler financement, en espérant ne pas oublier l'Afrique, qui me semble, je rentre de Cotonou et d'un sommet organisé la semaine dernière à Cotonou, qui a été un vrai succès. Ce que je crains un peu que les Brésiliens cherchent quand même à capter une bonne partie de la manne pour eux-mêmes. Ils en sont capables, mais ça, on ne le mettra pas au compte rendu. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je vous donne la parole. Celui-là ? Oui. Voilà, c'est bon. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, Madame l'ambassadrice, tout d'abord, et avant je vais répondre à toutes les questions, mais je voulais quand même dresser un petit peu un panorama vu à travers le prisme de 30 ans de négociations climatiques. D'abord, pour nous, ce qui est quand même extrêmement important,
c'est de dire, aujourd'hui, on a 10 ans d'accord de Paris. Et l'accord de Paris, il faut le chérir, il faut le conserver. C'est le dernier grand accord multilatéral que nous avons été capables de construire ces dernières 20 années. Et donc, il faut aussi voir que cet accord de Paris, il a eu des résultats, parce que tout le monde aujourd'hui conteste absolument tout. Mais il y a 10 ans, on était sur une trajectoire de 4 à 5 degrés d'augmentation des températures. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours pas topissime, mais on est entre 2 et 3. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a été quand même capable de diminuer cette trajectoire. En 2015, on a bâti un cadre quand même historique. Il y a eu un certain nombre de changements extrêmement concrets dans notre vie depuis. Les prix des panneaux solaires ont baissé de 90% depuis 10 ans. Et celui de l'éolien a été divisé par 3. Il y a 10 ans, seule une voiture achetée sur 100 était une voiture électrique. Aujourd'hui, on est sur une voiture sur 5. Et dans le même temps, ce qu'on voit, c'est qu'on a été capable de concilier croissance et climat. Tout le monde dit, c'est à chaque fois qu'on fait du climat, mon Dieu, c'est la croissance qui va être en péril. Or, depuis 1990, l'Europe a baissé ses émissions de 40% et elle a, dans le même temps, accru sa richesse de 70%. Et donc, clairement, on est sur des vérités qui sont qu'on peut démontrer et pourtant qui sont contestées dans les opinions de temps en temps. Aujourd'hui, en France, une usine sur 2 qui ouvre est une usine qui travaille pour la transition écologique d'une façon ou d'une autre. Alors, Belém. Ronan Dantec disait Belém, la COP du financement. C'est bien triste. Parce que, clairement, ça devrait être la COP du renouveau des ambitions climatiques. Alors, l'Europe a fait sa part. Je reviens ce matin de Bruxelles, où nous avons quand même, grâce à la présidence danoise, signé un accord historique de la loi climat européenne qui portera la baisse de nos émissions à horizon 2040 à 90% par rapport à 1990. Nous avons aussi signé cette nuit notre contribution nationale, enfin la contribution européenne qui se présente sous forme d'une fourchette assez large, mais comme il nous l'a fallu à l'unanimité, il a fallu accepter cette fourchette très large. Clairement, l'Europe n'a de leçons à recevoir de personne sur les questions de l'ambition climatique. Je veux dire, l'Europe a porté haut et fort le plus haut niveau d'ambition qu'il y ait jamais eu. L'Europe a aussi été le premier financeur de toutes les activités climat au niveau mondial. En contrepartie, excusez-moi de vous le dire très clairement, on a très peu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, le niveau des contributions qui ont été remises par les autres, en particulier par les pays émergents, il n'est pas au rendez-vous. Et donc, moi, ce débat posé dans les termes tels qu'il est posé par Ronan Dantec, je le conteste. En gros, je veux bien payer, mais je veux bien payer pour un plat que nous avons partagé. Payer une addition pour les autres sans qu'eux-mêmes aient mis la main à la pâte, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce que nous allons voir cette fois-ci. À la date d'aujourd'hui, et la COP commence officiellement demain, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons même pas un agenda de ce que va être la discussion des 15 prochains jours. Autant dire que ça me pose un vrai sujet. De ce qu'on comprend, les questions d'atténuation au changement climatique, c'est-à-dire les efforts que les uns et les autres doivent faire, ne sera pas à l'agenda.
Et donc, on nous dit, c'est une COP du financement. Mais du financement de quoi? Et là, je crois que, et pourtant, Dieu sait que dans ma vie, je me suis battue sur ces questions-là. Mais à un moment, il faut aussi qu'on soit bien au clair de qu'est-ce qu'on a en face pour les additions qu'on nous demande. Clairement, aujourd'hui, nous sommes tous, Ronan l'a rappelé, dans des contraintes budgétaires importantes. On est tous, dans le même temps, capables, et en tout cas moi, en ce qui me concerne, dans la volonté de pouvoir trouver des ressources si de besoin. Mais il faut qu'en face, il y ait une proposition qui nous permette effectivement de ne pas rester à 2,5 ou 3. Parce que l'autre question qu'il faut se poser, c'est que on dit toujours l'Europe, l'Europe. Alors clairement, on va montrer encore une fois, en présentant un objectif de 90% de réduction de gaz, des émissions de gaz à effet de serre, que nous sommes les premiers de la classe. Mais une fois qu'on aura fait ces 90%, aujourd'hui, l'Europe pèse 6% des émissions mondiales. 6%. Quand on aura fait nos 90%, nous pèserons quoi? 2%. Et alors, ça change quoi aux 98% qui restent? Et c'est là où, clairement, on ne peut pas dire, d'un côté, il faut juste mettre des financements, et de l'autre côté, ne pas avoir d'engagement clair sur ces questions-là. Et c'est ça, et c'est là où je vous en prie, ne soyez pas omnibulés par le discours tel qu'il va venir, ça c'est clair qu'il va venir comme ça, il nous faut 1300 milliards de dollars. C'est ça, le discours qui arrive de Belém. Mais 1300 milliards pour faire quoi? Où sont les contributions nationales de ces pays? Où sont-elles? Alors, celles qui sont sur la table, je pense que vous ne voulez pas leur donner 1300 milliards. Parce qu'effectivement, nous avons la Chine qui est au rendez-vous. Nous avons peut-être le Brésil qui est au rendez-vous. Mais la question donc qu'il faut aussi se poser, c'est est-ce que vous voulez mettre nos ressources financières d'APD uniquement sur les grands émergents, ou est-ce que nous souhaitons mettre ces ressources financières sur les petites îles, les États vulnérables, ceux qui vont avoir 4 à 5 degrés d'augmentation des températures, qui vont d'ailleurs amener d'autres questions. Parce que lorsque sur l'Afrique, aujourd'hui sur le Sahel, les prévisions, c'est 4 à 5 degrés. Certains pays d'Afrique, il se trouve que dans un des anciens jobs que j'avais, j'ai eu à faire des études avec l'armée américaine et l'armée britannique sur les conséquences de la désertification en Afrique. Et clairement, toutes nos conclusions ont été sur un constat très simple. En 2045, il y aura 40 millions d'Africains dans l'obligation de migrer. 40 millions d'Africains dans l'obligation de migrer si nous continuons dans la voie dans laquelle nous sommes. Alors, n'ayez pas trop peur, ils ne viennent pas tous immédiatement en France. Donc, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Voilà, mais en gros, si ce que nous voyons aujourd'hui comme phénomène migratoire nous inquiète, il y a ça qui arrive. Et ça, effectivement, il faut des ressources. Mais il faut être clair qu'on ne peut pas être les seuls à payer, et il faut être clair que d'autres doivent faire leurs efforts d'atténuation là-dessus. Et donc, ce que je demande, c'est simplement un discours équilibré des uns et des autres sur ces questions. On ne peut pas être accusé, nous, de ne pas mettre de financement sans voir l'ensemble du tableau. Et c'est cela que je voulais vous présenter, peut-être de façon un peu provocative, mais je suis tout oui sur vos questions. Et je répondrai ensuite à celle de Ronan Dantec. Merci. Je vous passe la parole, Madame la Secrétaire. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sénateurs et sénatrices, c'est vraiment un grand plaisir et je vous remercie vivement d'être parmi vous.
parmi des vrais experts sur le changement climatique. Et juste un jour avant le COP30. Je pense que cet échange sur la transition verte, ça rentre très très bien dans les priorités de la présidence danoise du Conseil de l'Union européenne que je vais évoquer. Depuis le 1er juillet, le Danemark assume cette responsabilité. Et c'est pour la 8e fois. Alors, c'est évident que le Danemark assume aussi la présidence à un moment crucial sur les questions climatiques, mais aussi vraiment de l'avenir de l'Europe. On pense qu'il s'agit d'une tâche importante, une grande responsabilité dans un monde en mutation. Et je sais que notre ministre danois, il est soulagé, il est content qu'on a eu un accord après de longues négociations cette nuit, que ça a été obtenu ce matin. Comme vous le savez, pour placer les questions climatiques un peu dans un contexte européen, on traverse une période de défis. On voit que l'influence de l'Union dans le monde diminue. Il y a des grands acteurs qui ne travaillent pas exactement dans la même direction. Notre sécurité est sous pression. La compétitivité est plus fragile des pays membres. Et les relations incertaines avec les États-Unis pèsent aussi sur les relations transatlantiques. Ça va se jouer au COP30 aussi. Pour cela, on a choisi le devise « Une Europe forte dans un monde en changement » avec 2 grandes priorités. Une Europe sûre, c'est sûr dans le sens large, et aussi une Europe verte et compétitive. Alors, on travaille vraiment pour obtenir et pour rentrer dans la direction d'une Europe forte et indépendante qui assume cette responsabilité de sa sécurité et renforce la compétitivité. Et ce renforcement de la compétitivité, on le souhaite de le faire main dans la main avec la transition verte. Le lien entre les deux est positif, comme vous l'avez souligné, Madame la Ministre. Il ne faut pas les regarder comme une contradiction. Mais c'est vrai aussi que la transition écologique est mise sous pression par ce monde en mutation. Nous, la présidence, le gouvernement du Danemark aussi, on considère comme une partie que cette transition verte, écologique, c'est une partie de la solution. Ce n'est pas comme un obstacle. Alors, on pense vraiment que l'Union doit continuer de montrer la voie en matière d'action pour le climat, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, que le maintien du leadership européen dans ce domaine-là est très important. Et c'est ce, je pense, qu'on a fait aujourd'hui, où une majorité des États membres ont adopté une nouvelle loi sur le climat qui fixe un objectif climatique de 90% pour 2040, comme vous l'avez mentionné. Ce résultat est important pour l'Union européenne et pour notre avenir. Et l'objectif climatique définit l'orientation de notre politique, de nos industries et de nos investissements pour les nombreuses années à venir. Je pense qu'avec cet objectif en place, ça va nous aider à construire une Europe plus forte, plus compétitive et plus sûre, et continuer la lutte contre le réchauffement climatique. Le Danemark jouera aussi un rôle central lors de la COP30 en raison de cette présidence du Conseil de l'Union européenne et sera donc à la tête de la délégation des négociations de l'Union européenne avec la Commission. Le changement climatique est déjà une réalité. On a parlé des différentes augmentations de température. Nous le voyons, des incendies, des inondations, les tempêtes, les sécheresses se multiplient. Si on n'agit pas davantage et plus vite, c'est sûr que ce phénomène va s'aggraver. Alors, le monde n'est pas sur la bonne trajectoire pour maintenir le réchauffement au-dessous de 1,5 degré, comme vous l'avez évoqué. C'est pourquoi la COP30 doit envoyer un signal fort. Une réponse collective, concrète et ambitieuse pour combler les écarts d'ambition et de mise en œuvre des contributions nationales des CDN qu'on vient d'adopter aussi ce matin grâce au travail des ministres. C'est financement, bien sûr, mais c'est aussi autre chose.
Alors, l'Union européenne arrive à Belém avec mandat solide parce qu'on a fixé la contribution déterminée au niveau national, le CDN de l'Union européenne, qui envoie aussi un signal fort avant le COP30. Je pense que ça indique que nous restons pleinement engagés à respecter les objectifs de l'accord de Paris. C'est quand même important, c'est une année historique, ça fait 10 ans. Il y a quelque chose dont il faut être fier, mais il faut aussi la protéger, comme vous l'avez évoqué, Madame la Ministre. Je pense que c'est une démonstration que l'Union européenne reste une force motrice pour l'action climatique mondiale et qu'elle veut montrer l'exemple, non seulement par ses engagements, mais aussi par leur mise en œuvre. Alors, pour la présidence, c'est important que la discussion à Belém doive avant tout tracer une voie claire pour mieux pouvoir gérer les conséquences du changement climatique. Nous devrons définir à Belém une trajectoire claire pour l'avenir et appeler toutes les parties à renforcer et à mettre en œuvre leur contribution nationale. Nous devons accélérer la transition énergétique. Une discussion annuelle sur les progrès et les écarts d'ambition pourrait encourager la transparence et la responsabilité. Mais la lutte contre le changement climatique ne se résume pas à la réduction des émissions. Nous devons également renforcer les actions d'adaptation. Je pense que ça fait partie de l'agenda aussi à Belém, en particulier dans les pays les plus vulnérables et adopter à Belém des indicateurs mesurables pour l'objectif mondial sur cette adaptation. Un autre enjeu majeur est celui du financement. Pour nous, c'est impératif que tous les flux financiers soient orientés vers la transition verte. Le financement public ne va pas suffire. Les capitaux privés doivent être mobilisés à grande échelle et ça c'est conforme à la feuille de route de Bakou à Belém. L'objectif est de porter le financement climatique mondial de 1,3 milliard de dollars par an d'ici à 2035. Enfin, il est essentiel que cette transition soit juste. Nos politiques climatiques doivent tenir compte des besoins des citoyens et des communautés les plus vulnérables, comme vous l'avez mentionné aussi, Madame la Ministre. Une transition réussite doit être socialement inclusive et générer des bénéfices partagés et un large soutien du public. Et peut-être c'est le moment de répondre à une des questions sur le financement, les chiffres pour le Danemark. Depuis 2019, le Danemark a fourni plus que 1% de l'objectif de financement actuel des 100 milliards de dollars. Le financement climatique du Danemark a augmenté ces dernières années et une tendance qu'on pense poursuivre parce que nous, le Danemark, et c'est un consensus politique dans mon pays, c'est de consacrer 0,7% de notre revenu national brut à l'aide au développement, dont 30% de cette 0,7% sont destinés seulement aux actions climatiques. Alors ça, c'est un peu des chiffres sur le soutien financier du Danemark. Alors pour résumer, le résultat de Belém, pour nous, doit être fort, ambitieux et équilibré. La présidence danoise se réjouit vivement qu'un accord ait pu être trouvé aujourd'hui, ce matin, sur la loi climatique et un objectif ambitieux a été fixé pour 2040. Maintenant, nous sommes prêts à jouer tout notre rôle avec détermination et un esprit de partenariat avec tous les autres pays à COP30 qui vraiment va tourner vers une action climatique mondiale plus rapide, plus équitable et plus efficace. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame l'ambassadrice. Je vais vous proposer de donner la parole à mes collègues et puis vous répondrez globalement. Tu veux la parole, Ronan? Oui, Madame la ministre veut répondre à tes questions et puis après je donnerai la parole à Denis Saint-Pé. Et tu veux la parole, Jacques? D'accord. Oui, effectivement, je n'ai pas encore répondu aux questions de Ronan Dantec sur les questions de financement. Clairement, encore une fois, sur l'histoire de la confiance, comme je l'ai dit, il faut qu'on soit dans la réciprocité. Bon, ok. Maintenant, sur les questions de financement en tant que telles.
Bon, pour le moment, en ce qui concerne la France et l'effort qu'on a fait sur notre aide publique au développement, on est dans les clous de ce qu'on avait promis. Je ne suis pas sûr qu'on le reste, mais aujourd'hui, nous sommes dans les clous. Ceci étant, qu'on soit dans les clous ou qu'on ne le soit pas, on est très, très loin du compte, même quand on met tous les financements publics qui existent, entre... pour résumer, en gros, jusqu'à aujourd'hui, on travaillait sur un objectif de 100 milliards par an de finances climat dans le monde. Sur ces 100 milliards de finances climat dans le monde, je dirais qu'on a mis à peu près un 15% qui était de l'argent public à travers le monde et à travers l'ensemble des activités, aussi bien des bilatéraux que des multilatéraux. Et donc, tout le reste, ça a été la comptabilisation d'un certain nombre de ressources privées. On a accepté à bas coût un nouvel objectif de 300 milliards, c'est-à-dire on a triplé cette ressource qu'on avait mis en place en 2015 au moment de la COP 21. On tiendra les 300 milliards. Ceci étant, maintenant, on nous dit « Ah non, mais c'est plus 300 milliards, c'est 1300 milliards qu'on veut. » Alors, allons-y, pourquoi 1300 milliards? Mais très bien. Donc là, il va y avoir tout un débat. Mais quel que soit le montant d'argent public auquel nous allons arriver, nous serons extrêmement loin de 1300 milliards. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer à réorienter les ressources du privé vers ces financements-là, que clairement, notre aide publique au développement classique, pour moi, elle doit véritablement aller vers les plus pauvres, parce que ce ne sera jamais eux qui seront les prioritaires, je dirais, des grands programmes d'atténuation, et que par ailleurs, pour nous, ça répond à d'autres enjeux, qui sont des enjeux de sécurité, des enjeux de développement pour ces pays, des enjeux de voisinage, avec par exemple une importance accordée à l'Afrique qu'on doit conserver pour des tas de raisons, et ainsi de suite. Et donc, il faut ensuite trouver d'autres ressources. Il se trouve que dans l'accord dont Madame l'ambassadrice parlait, que nous venons de signer ce matin, on dit l'Europe va faire 90% donc de réduction de gaz à effet de serre. En réalité, ce que nous avons écrit, c'est pas tout à fait 90%, enfin on l'a dit, mais ce qu'on a écrit, c'est que nous ferons 85% au niveau national et que pour ceux qui le souhaitaient, ce n'est pas une obligation, mais que pour ceux qui le souhaitaient, on pouvait aller jusqu'à 5% de crédit carbone, donc d'actions qu'on peut mener dans les pays tiers. 5% au prix de la tonne de carbone aujourd'hui, c'est 10 milliards d'euros par an. Et donc, il y a tout un débat qui va s'ouvrir sur ces 5%, d'où ils viennent, qui les met en œuvre et en gros sur quel type d'indicateur. Alors, oui. Oui, c'est pas 10 multiplié par 26, non. Ok. Mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et en gros, il y a plusieurs options sur cette affaire-là. Il y a une option de dire, c'est chaque pays qui, dans ces 90%, doit faire son deal. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, on peut dire, c'est un engagement européen, vous, la Commission, vous allez payer sur votre budget climat cette affaire-là. Deuxième option. Troisième option, celle que moi je voudrais ouvrir, c'est de dire, soyons vertueux jusqu'au bout. Nous avons mis en place une taxe carbone aux frontières, qu'il est question d'élargir. Et moi je dis, il faut l'élargir et il faut que cet argent vienne là. Et pourquoi ?
Parce que ceux qui vont payer cette taxe carbone aux frontières, c'est ceux qui envoient des importations chez nous, c'est-à-dire la Chine, enfin en particulier. En revanche, une fois qu'on collecte l'argent, dire on va remettre une partie dans la décarbonation à l'extérieur ne veut pas dire qu'on va la remettre en Chine. On va choisir les pays qu'on a envie de soutenir. Et donc, encore une fois, là, je rentre de ce matin de Bruxelles, donc autant vous dire que tout ça n'a pas été discuté, que maintenant on va rentrer dans la vraie discussion sur où sont les sous, comment et tout ça. Mais voilà, moi, ce que je voudrais que nous puissions porter à l'échelle française et essayer de bâtir une coalition derrière cette chose-là. Parce que là, du coup, on devient vraiment vertueux. Et donc, voilà un petit peu la proposition que je fais. Merci, Madame la Ministre. Donc, je vais donner la parole à Denise Saint-Pé. Merci, Président. Madame la Ministre, Madame l'Ambassadrice, nous avons longuement entendu parler de la réunion qui a eu lieu hier à Bruxelles des ministres européens de l'environnement pour s'accorder sur la proposition législative visant à fixer à 90% l'objectif de réduction des émissions nettes de l'Union européenne à l'horizon 2040 par rapport à 1990. Beaucoup de questions restent aujourd'hui sans réponse. J'espère que vous saurez m'éclairer sur 3 points. Premier point, où en est le plafond de la contribution des crédits carbone internationaux reçus en échange d'un soutien à des projets de décarbonation dans des pays tiers dont le rehaussement est souhaité par la France à hauteur de 5%. Mais vous venez de nous dire, Madame la Ministre, que le débat va s'ouvrir. Donc, j'accepte que vous n'ayez pas de réponse sur ma première question. Deuxième question, qu'en est-il de la sous-performance des puits de carbone naturel? La France suggérait une baisse de 3% de la cible de réduction des émissions nettes de l'Union européenne en 2040, mais la présidence danoise du Conseil a repris cette proposition sans chiffre précis. Troisième question, puisque la contribution déterminée au niveau national de l'Union européenne, la CDN, dépend de la proposition évoquée plus haut, encore vivement débattue hier soir à Bruxelles, pensez-vous que l'Union européenne arrivera à se rendre à la COP30 dans quelques jours avec cette CDN? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Marta de Cidrac. Merci, Monsieur le Président. Madame l'ambassadrice, Madame la Ministre, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je n'ai pas à proprement parler de questions, peut-être une. Je voulais juste, mais je pense que vous le savez, rappeler aussi à nos collègues que la Commission des affaires européennes du Sénat a déposé une proposition de résolution, notamment dans le cadre des négociations que vous avez menées ce matin et qui ont a priori abouti. Je n'ai pas encore eu le temps de lire précisément quelles sont les conclusions définitives. Nous l'avons également partagé au sein de cette commission. Nous en avons parlé entre nous. Et moi, j'avais peut-être une petite question et une petite vigilance vis-à-vis de vous par rapport, en fait, vous savez, le partage de l'effort entre les pays, puisque vous évoquez évidemment les montants qui sont conséquents. Nous sommes en période budgétaire, nous traversons, et on n'est pas les seuls, hein, en fait, globalement, il faut quand même que l'on s'interroge sur nos politiques publiques et leur efficience. Et j'aurais souhaité quand même que vous puissiez aussi partager avec nous ce qui a été dit autour du partage de l'effort ce matin dans le cadre des négociations. Et je vous prie de m'excuser par avance, je vais devoir m'absenter, mais je vais revenir tout à l'heure. Et je pense que j'aurai votre réponse, bien évidemment, dans le cadre du compte-rendu. Je vous remercie beaucoup. Merci, chers collègues. Je donne la parole à Jean Bassi. Madame la Ministre, Madame l'Ambassadrice, chers collègues, je vous ai bien écouté. Je ne doute pas de l'intérêt de ce qui se passera au Brésil très prochainement. Mais je m'inquiète de certaines dispositions sur lesquelles je ne vois rien venir. Quand on sait que, enfin, on veut réduire les gaz à effet de serre et qu'on sait que lorsqu'un hectare de forêt brûle, il dégage 42 tonnes de CO2, que faisons-nous pour des incendies dantesques comme a connu le Canada ou ceux de l'Australie?
Donc on voit là des milliards de tonnes de CO2 qui partent dans l'atmosphère. Et pour être, je dirais, plus terre à terre, permettez-moi de revenir au niveau national. En France, la forêt représente grosso modo un tiers du territoire. En région sud, c'est plus de la moitié. Et aujourd'hui, avec le gouvernement que nous avons, on ne parle plus de forêt. On ne sait pas où est la forêt. Dans les intitulés de chaque ministère, le mot forêt a disparu. D'une façon générale, chez nous en France, on parle de la forêt lorsqu'elle brûle. Cet été, elle a continué à brûler et on n'en parle plus. Ça devient dramatique. Merci. Je vais donner la parole à Cyril Pellevat. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame l'Ambassadrice. En ma qualité de président du groupe d'études développement économique de la montagne, je souhaiterais appeler votre attention sur un sujet spécifique. J'aimerais revenir sur l'émergence des risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Vous le savez, les territoires de montagne et de haute montagne subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Éboulements rocheux, boues torrentielles, rupture de lacs glaciaires, chute de sérac, autant d'événements qui sont susceptibles de mettre en danger les habitants des vallées et les usagers de la montagne. En tant que président du groupe d'études, je me fais l'écho de ces territoires menacés qui font face à des risques difficilement prévisibles et particulièrement périlleux. Je constate néanmoins que les crédits inscrits au sein du projet de loi de finances, notamment au sein du programme 181, sont particulièrement faibles. Pouvez-vous nous préciser les mesures qui seront entreprises à l'avenir pour prévenir davantage ce risque, qui est exponentiel sur nos territoires de montagne? L'inclusion de ces risques glaciaires au fond Barnier est-elle envisagée? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Jacques Fernic. Est-ce qu'il y aura d'autres... Oui, très bien, parce qu'avant que je donne la parole à Madame la Ministre pour réponse. Jacques. Oui, merci, Président. Madame la Ministre, depuis Kyoto, donc, il y a 2 catégories de pays. Il y a les pays dits annexes 1, qui sont les vieux pays développés, et puis il y a tous les autres. Et la responsabilité commune et différenciée fait porter à ces pays annexes 1, donc les vieux pays développés, la charge de financer, en gros, les efforts des autres. Or, en 2025, ça n'a plus tout à fait de sens par rapport aux émissions des grands émergents, notamment la Chine et l'Inde, qui émettent beaucoup plus que l'Europe. Donc, comment voyez-vous la possibilité de faire pression sur ces grands émergents pour qu'ils accélèrent leur propre réduction et aussi pour qu'ils apportent, pour qu'ils fournissent leur contribution à la solidarité internationale à l'égard des pays en forte difficulté, particulièrement ceux d'Afrique? La parole est à Christina Pluchet. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai une question toute simple. En fait, vous parliez de la taxe carbone. Moi, je voudrais savoir si tout ça a été évalué. Est-ce que vous avez fait des études d'impact? Est-ce que vous avez évalué les choses? Moi, je voudrais savoir effectivement si la compétitivité de nos entreprises et de notre agriculture a été évaluée, parce que c'est vrai qu'elle a été déjà très mise à mal ces dernières années en raison de beaucoup de normes et de contraintes qui sont, on peut dire, assez punitives même. Est-ce que tout ça a été concrètement évalué? Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Je n'en vois pas, donc je vais donner la parole à Madame la Ministre. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout parce que, encore une fois, toutes celles qui sont liées à l'accord qu'on vient de signer cette nuit, on a des grands principes, mais c'est toujours la même chose au niveau de toutes les décisions qui sont prises en Europe. Après, vont se détailler un certain nombre de choses. Mais je peux quand même essayer de répondre à un certain nombre des points qui ont été abordés. Mais je vais peut-être commencer par la fin, parce que je pense que pour vous, il est important de bien comprendre pourquoi et comment la France a accepté de signer cet accord. Il a été... il y a quelque temps, le président de la République, et ça avait été des choses qui lui ont été reprochées, avait dit au mois de juin en fait de l'année dernière, moi avant de signer, je veux savoir à quoi je m'engage. Et beaucoup de
de gens avaient critiqué en disant « Ah là là, la France est en retrait, la France ne veut plus signer un accord climat ambitieux ». En réalité, ça a été un peu un électrochoc qui a fait que la Commission européenne et l'ensemble des États membres ont été obligés effectivement de mettre dans le même panier, d'une part, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais de l'autre côté, les questions de compétitivité européenne. Et si je regarde cela par rapport à la France, je voudrais quand même que vous sachiez que, certes, on s'engage à 90% de réduction de gaz à effet de serre, avec cette clause de 5% que nous pouvons faire en crédit carbone, mais dans le texte, il est reconnu maintenant une préférence européenne, en particulier pour les voitures électriques. Il est aussi indiqué qu'il y a une consolidation du plan de sauvegarde de l'acier. Troisièmement, nous avons obtenu dans le cadre du texte ce qu'on appelle la neutralité technologique, ce qui veut dire que tout le nucléaire est considéré comme du décarboné. Nous avons aussi obtenu une clause de revue du système avec un frein d'urgence en 2030 si de besoin. Donc on n'y est pas allé de façon naïve, on y est allé en défendant aussi un certain nombre d'objectifs qui sont importants sur notre compétitivité. Donc ça, je voudrais que cela soit bien vu dans la lecture de l'accord qui a été signé ce matin. Il y a eu une question sur la sous-performance des puits de carbone. Alors, dans ces 90% dont nous avons parlé, il a été considéré que c'était environ 7% qui étaient en fait des puits de carbone. Les puits de carbone, c'est donc ce que vous séquestrez, les forêts en particulier, mais aussi les sols. Et donc, on a considéré que pour faire ce 90%, on considérait que nos sols européens, notre nature européenne, allait nous permettre de séquestrer 7%. Simplement, on n'en est pas sûr. Il y a des doutes sur la véracité de ce 7%. Et c'est pour cela qu'il y a une clause. Nous, on la voulait à 3%. Effectivement, je sais, elle est sortie avec 3% ou il n'y a plus de chiffres? C'est proportionné. OK. Mais en tout cas, en 2030, on reverra si oui ou non on est capable d'arriver à ces 7%. Et si on ne l'est pas, on diminuera d'autant l'objectif de 2040. On travaille sur des choses qu'on ne maîtrise pas complètement, ça c'est clair, personne ne le peut. Et donc, dans le même temps, c'était la seule façon pour nous d'agréger un certain nombre de pays, y compris d'ailleurs la France, sur un objectif aussi ambitieux. Il fallait que nos puits de carbone soient calculés à l'intérieur. Alors, on ne se porte pas plus mal, hein, si vous parlez des forêts, parce que vous avez parlé des forêts, je tiens quand même à dire que 30% de nos forêts, c'est la forêt de Guyane. Et que de temps en temps, il ne faudrait pas oublier aussi l'importance, justement, de notre forêt tropicale lorsque l'on regarde l'ensemble de ce système. Alors, il y a eu une question sur où sont les forêts. Alors, je dois vous le dire, les forêts sont chez moi. Maintenant, peut-être que la réponse ne vous convient pas, mais pour le moment, au niveau des différents ministères, il a été décidé que la forêt resterait à la transition écologique. Et je suis bien d'accord que depuis quelques années, compte tenu des mouvements qu'il y a eu entre les différentes administrations et le fait que ça a été promené, qu'il y a eu un tel nombre de changements de ministres, que oui, c'est vrai, on ne s'en est pas préoccupé comme il le fallait. Et que donc, il nous
revient maintenant de recommencer à discuter. Je dois voir bientôt les représentants de l'ONF et d'un certain nombre d'autres institutions. Il n'y a pas que l'ONF qui s'intéresse aux questions de forêt pour justement discuter de cela. Et à mon retour de Belém, je passerai aussi en Guyane pour discuter avec la préfecture et les élus guyanais d'un plan de développement autour de la forêt guyanaise. Le partage de l'effort entre les pays européens. Alors, il n'a pas encore été décidé. Nous avions déjà un partage de l'effort au niveau des pays européens sur l'objectif antérieur à celui de 2040. Certains voudraient le renégocier. La seule chose que nous avons à date d'aujourd'hui, c'est une lettre de la Commission européenne qui s'engage à faire une étude coût-efficacité pour savoir quel est le type d'effort qui sera demandé à chacun des pays de l'Union européenne pour sa quote-part sur les 90% globales. La question sur les montagnes, c'est pas que je ne veux pas y répondre, mais c'est au prochain épisode, c'est-à-dire que c'est dans un quart d'heure. Il y a une discussion sur le budget et je sais que la question revient. Donc, si vous me permettez, on y répondra dans l'étape suivante de discussion au Sénat. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, les émergents, bien sûr. Mais vous avez complètement raison, monsieur. Et nous passons notre temps constamment à dire que nous ne voulons plus accepter l'échelle qui nous a été donnée, c'est-à-dire que lorsqu'on négocie, les contributeurs, c'est en gros les pays de l'OCDE, et les autres, c'est quand ils veulent, comme ils veulent. C'est plus possible de continuer comme cela. Nous le mettons, bien entendu, à chaque fois à l'ordre du jour. Bien entendu, nous avons le succès que vous connaissez à chaque fois, c'est-à-dire un succès d'estime, mais qui ne dépasse même pas cela. Mais clairement, c'est évident que ça fait partie de l'histoire dont je parlais au début. On ne peut pas être les seuls à payer l'addition d'un gâteau qui n'a même pas été partagé encore. Merci. Christian Pluchet voudrait reprendre la parole. Juste, Madame la Ministre, je voulais vous répondre. Je suis agricultrice. Moi, je voulais vous dire que l'étude d'impact, je l'ai fait, moi, en fait. La taxe carbone, la mise en place de la taxe carbone pour les agriculteurs aujourd'hui, au 1er janvier, vous savez, 2026, notamment sur les engrais extra-européens, aura un impact considérable dans la mesure où aujourd'hui, étant donné les cours mondiaux, les producteurs de blé vendront à perte. À perte. Et ça, c'est le premier jet de la taxe carbone, vous voyez, la première année. Parce qu'elle est prévue, elle doit monter crescendo. Donc je vais vous dire, nous directement sur les terrains, si vous voulez, l'impact, il est effrayant, il est considérable. Et c'est pour ça que je vous incite effectivement à mesurer sérieusement les choses pour toutes les filières, pour toutes les entreprises aussi. Parce que ces mesures, effectivement, elles peuvent être complètement destructives pour nos filières d'excellence. Mais alors, on ne parlait pas des mêmes taxes. Moi, je vous parlais de la taxe carbone aux frontières européennes. Tout à fait, c'est celle-là. Non. C'est celle-là. Le 1er janvier 2026, il y aura une taxe carbone. Non. Pour les engrais extra-européens. Bien sûr. Ah, d'accord. Bien les sûr. engrais Mais que nous ne vous sommes pas importez. souverains. Madame la ministre, nous ne sommes pas souverains. Nous ne sommes plus souverains. D'accord, mais donc vous parlez des engrais que vous importez, c'est ça? Nous avons besoin qui sont importés. D'accord. Et donc cette hausse aura un impact considérable sur les entreprises. Nous ne sommes plus souverains. C'est ça qu'il faut mesurer, vous voyez. Et ça, il y a des enjeux qui sont considérables derrière pour la survie de nos entreprises. Et c'est pour ça que je vous alerte, parce que la taxe, elle va monter crescendo. Oui. Et ne pas mesurer ça, mais c'est la fin, la mort assurée de l'agriculture et de nos entreprises. Oui, mais de l'autre côté, ne pas avoir cette taxe, c'est aussi la mort assurée de l'automobile européenne, des panneaux solaires fabriqués en Europe, d'un certain nombre d'industries que... L'automobile européenne, aujourd'hui, en supprimant les voitures effectivement thermiques, de toute façon,
on a vendu, puisque les Chinois avaient beaucoup d'avance sur nous, on a offert 4 millions d'emplois sur un plateau d'argent aux Chinois. On le savait. Non, On le savait. si on met en place une vraie taxe aux frontières, ce n'est pas juste de le dire dans ces termes-là. Parce que, suivant le montant de la taxe qu'ils paieront pour importer leurs voitures chez nous, on rétablit quelque part la compétitivité de nos entreprises à nous aussi. Les choses, Madame la Ministre, c'est Oui, une je suis question de d'accord. survie pour l'agriculture et nos entreprises. Ronan. Oui, c'est à 17h30 ou à 18h qu'on attend les autres ministres. À 45, ils sont là. Donc on va aller vers la conclusion et on attaquera la deuxième partie. Puis à un moment, on laissera Madame la ministre aller se reposer parce que c'est quand même un marathon absolument exceptionnel. Je reviens sur la dernière réponse de Madame la ministre. Et du coup, c'est une question aussi pour la présidence danoise. Je pense qu'avec Monique Barbu, globalement, on partage en fait une grosse partie de l'analyse. Même si on ne peut pas résumer l'aide publique au développement au climat. Donc il faut éviter aussi trop de vases communicants, parce que c'est quand même deux questions en partie différentes et en partie liées. Mais est-on, et ça peut être une conclusion de cet échange, est-on à la fin, effectivement, c'était la question de Jacques Fernic, est-on à la fin d'un cycle où effectivement on ne peut pas laisser le système de Kyoto perdurer parce qu'il n'a plus aucun sens et que la responsabilité commune mais différenciée cumulée aujourd'hui, c'est la Chine plus que l'Europe. Et pour manifester finalement la fin de ce cycle, donc c'est une question pour la présidence danoise, mais je ne serais pas surpris que vous ne pouviez pas me répondre très précisément, évidemment, à ce stade, mais est-ce que l'Europe est prête au bras de fer, y compris à un échec, à un moment d'une COP, pour repartir sur des bases plus saines sur la COP suivante, puisqu'on voit bien qu'on est sur un système qui est mal. Et je partage tout à fait la présentation initiale sur le fait qu'on ne voit pas toujours où sont les efforts des autres. Et on voit bien les demandes financières qui sont aussi légitimes pour un certain nombre de pays qui souffrent d'un réchauffement dont ils ne sont pas responsables. Donc est-ce que la présidence danoise va à cette COP avec le sentiment que c'est le moment, puisque l'Europe assume un objectif ambitieux qui fait qu'elle reste leader en termes de décarbonation, ce qui légitime aussi qu'elle soit plus ferme derrière et qu'elle soit prête aussi au blocage de la négociation si elle semble que les autres ne sont pas prêts à bouger dans ce sens-là. Madame la ministre, si vous voulez. Merci. Et pour conclure aussi, merci pour les questions. Merci de m'avoir invité dans cette discussion très intéressante parmi la vie politique en France. Moi, je pense que sûrement l'Union européenne, avec la décision de ce matin, va pouvoir prendre un rôle de négociation bien plus fort et bien plus crédible. Imaginons qu'on n'avait pas eu l'accord entre nous. Ça aurait été très, très difficile de mener ces négociations. Alors, je pense qu'on est plus fort, on est plus crédible et ça nous laisse aussi une possibilité peut-être d'être plus ferme si c'est nécessaire. Je voulais simplement souligner une chose qui n'a pas été vraiment soulevée. On a parlé de financement privé, très important. Moi, je pense que la décision de ce matin donne un signal très fort aux investisseurs. Alors oui, en Europe, on pense que le développement des nouvelles technologies qui est important pour la transition verte, mais aussi pour notre souveraineté et notre sécurité. On veut être libéré des gaz russes. Alors, on doit être souverain dans le domaine de l'énergie. On ne veut pas que nos industries soient dépendantes d'autres pays, mais on est vraiment dans le bon chemin. Et je pense avec la décision de ce matin, on a donné un signal. Oui, il faut investir, il faut développer les technologies nécessaires pour vraiment aboutir à la sécurité dans une façon compétitive, mais aussi qui donne de la sécurité. Alors, je pense que ça, c'est un aspect très important. Et pour simplement vous signaler que ça peut avoir un effet positif économiquement. Si on voit entre 2000 et 2020, le nombre d'emplois, c'est important aussi quand on parle de budget, dans le domaine vert, à temps plein, dans l'Union européenne, est passé de 3 millions à 6,5 millions. Et en 2023, notre PIB a augmenté à 68%,
tandis que nos émissions ont baissé de 37%, un rapport de 90. Alors, la croissance économique et les réductions des émissions peuvent aller vraiment de pair. Je pense que c'est un point important aussi quand on parle de l'économie, quand on parle du budget et création d'emplois. Merci. Bien, merci. Merci à Madame l'ambassadrice, merci à vous, Madame la ministre. Et je voulais vous dire que depuis que je préside cette commission, je me réjouis que chaque année, nous soyons observateurs actifs des négociations qui se tiennent dans le cadre des COP. Cette année ne fait pas exception et nous vous souhaitons de prendre les mesures efficaces qui permettront, avec bon sens, de régler un certain nombre de sujets, tout en tenant compte, effectivement, je crois que Christina a évoqué un certain nombre de sujets, je crois qu'ils sont importants aussi d'en tenir compte. Je vous remercie vraiment pour votre participation et merci pour ce débat. Merci à vous. Bien, on va y chercher pour la suite. On reste ici? Oh oui, on reste là. Oui, oui. On va peut-être accompagner Madame.
tambour. J'espère qu'elle court vite parce qu'on n'est pas. Bienvenue, si tu veux.